Élèves de première année parcours technologique, bonjour. Ce cours porte sur la magnétostatique. Je commence par une présentation de l'expérience d'Ørsted. L'expérience d'Ørsted. Cette expérience a été réalisée pour la première fois en 1820 et permet d'établir un lien entre l'électricité et le magnétisme. Le dispositif expérimental est simple. Il est constitué d'une pile plate 4,5 V reliée à un simple fil électrique, on voit ici en bleu, et pour l'instant le circuit est ouvert et nous avons ici un interrupteur qui permet d'établir le courant. Nous avons en plus une boussole, pour l'instant orientée librement dans le champ magnétique terrestre selon l'axe nord-sud. On fait passer du courant, donc on court-circuite la pile. On constate immédiatement une déviation de la boussole dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on coupe le courant, la boussole reprend sa position d'origine. Voilà. On peut inverser les bornes de la pile. Établir à nouveau le courant. On constate cette fois-ci que la boussole tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc réagit à la présence du courant électrique. C'était l'expérience d'Ørsted réalisée, je le répète, en 1820 pour la première fois. Donc, un courant électrique donne naissance à un champ magnétique qui dévie la boussole. La deuxième présentation nous donne un outil de calcul du champ magnétique créé par un fil électrique par la méthode des boussoles. Plaçons une aiguille aimantée sur un axe qui lui permet de pivoter pratiquement sans frottement. Elle s'oriente suivant la direction du champ magnétique terrestre. Approchons parallèlement à l'aiguille un fil de cuivre conducteur. Si nous relions les deux extrémités du fil à un générateur, ici une pile de 4,5 volts, nous constatons que l'aiguille pivote sur son axe pour prendre, après quelques oscillations, la direction du champ résultant de l'addition vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ créé par le courant traversant le fil de cuivre. Ce champ magnétique créé est orthogonal au fil de cuivre. Si nous ouvrons le circuit, l'aiguille revient à sa position initiale après quelques oscillations. Enroulons autour d'une boussole de voyageur quelques spires de fil électrique isolés et relions à une pile électrique les deux extrémités de la bobine ainsi constituées. Nous constatons que l'aiguille de la boussole s'oriente instantanément suivant l'axe de la bobine, avec son axe sud-nord parallèle aux lignes de champ magnétique et de même sens. En effet, le passage du courant dans la bobine crée un champ magnétique dirigé suivant l'axe de la bobine, et nettement plus grand que le champ magnétique terrestre, et qui cesse dès que s'interrompt le passage du courant dans la bobine. À titre d'information, voilà un ordre de grandeur d'intensité du champ magnétique. Si je prends l'être humain, son cerveau mesure un champ magnétique à la surface du crâne de l'ordre de 10-15 Tesla. Le vide interstellaire mesuré par une sonde spatiale est caractérisé par un champ magnétique de l'ordre de 10-6 Tesla. À la surface de notre Terre, le champ magnétique est de l'ordre de 5-10-5 Tesla. Pour un fil rectiligne et à une distance de 2 cm du fil et pour un courant de 10 ampères, le champ magnétique est de 10-4 Tesla. Un aimant permanent est caractérisé par un champ magnétique qui varie de 0,1 à 1 Tesla. Pour les aimants à bobinage, le champ mesuré à l'intérieur est entre 10 et 100 Tesla. Enfin, si je prends le magnétar, qui est un type d'étoile de neutrons, son champ magnétique est de l'ordre de 10 puissance 11 Tesla. Voilà, je commence maintenant le cours. Alors, la magnétostatique est l'étude du champ magnétique créé par un courant constant, d'où le suffixe statique. Le courant
traduit le mouvement des charges électriques, soit n charges élémentaires de valeur Q indice M en mouvement avec une vitesse V et calculant l'intensité du courant généré par le mouvement de ces charges. Les charges en mouvement n'existent que dans les conducteurs. Donc, soit un conducteur porte des charges mobiles en volume, un élément de volume du conducteur contient la charge élémentaire D indice QM. Le rapport de cette charge par son volume définit la densité volumique de charge mobile, donnée par la relation ρm égale à nombre de charges mobiles par unité de volume que multiplie la valeur de la charge élémentaire. Notons que le nombre de charges mobiles par volume est spécifique au conducteur utilisé. Appliquant une différence de potentiel aux bornes du conducteur pour établir un champ électrostatique dans le conducteur. Sous l'action de ce champ, les charges mobiles vont se déplacer avec une vitesse V. On définit le vecteur densité de courant, noté J, par la relation J égale densité volumique de charge mobile multipliée par la vitesse des charges. Comme la vitesse est proportionnelle au champ électrostatique, cette équation s'écrit sous la forme J égale à sigma E. Cette loi est appelée loi d'Ohm locale. Sigma est appelée conductivité du matériau. L'unité du vecteur densité de courant est le coulomb mètre moins 2 seconde moins 1. Qu'est-ce qu'un courant? On va définir l'intensité du courant. L'intensité du courant est le flux du vecteur J traversant la section du conducteur. Ceci se traduit par la formule suivante. Si la section du conducteur fait un angle θ avec le vecteur densité de courant, notre intensité est égale au module du vecteur densité de courant que multiplie la valeur de la surface de la section que multiplie cosinus l'angle entre ces deux entités. Si maintenant le vecteur densité de courant est parallèle à la normale à la section du conducteur, l'intensité n'est autre que la valeur de la densité de courant multipliée par la surface de la section. L'unité du courant est l'ampère et qui n'est autre que le coulomb seconde moins 1. Rappelez-vous que la loi d'Ohm générale est que la différence de potentiel est égale à la résistance du conducteur multipliée par le courant, d'une part. D'autre part, cette différence de potentiel est égale au champ électrostatique multiplié par la longueur entre les deux potentiels. En remplaçant la densité de courant J par son expression, on déduit la valeur de la conductivité électrique des matériaux qui est égale à la longueur du conducteur divisée par sa résistance multipliée par la surface de la section. Bien sûr, l'unité de la conductivité du matériau, c'est les ohm-1, mètre-1. Regardons maintenant la distribution linéique. En effet, les charges mobiles en volume dans un conducteur ne sont pas stables, donc ils vont migrer vers la surface pour obtenir une densité surfacique de charge mobile. Et si on veut avoir une efficacité de point de vue mouvement des charges, il suffit d'utiliser des corps linéiques. Alors, dans ce cas de figure, les fils de courant sont caractérisés par des sections faibles devant la longueur du conducteur. On peut confondre cette section à DS, la section élémentaire, puisqu'ils sont faibles. Et il faut noter que dans ce cas de figure, on oblige les charges mobiles à se déplacer dans le même sens que la normale à la section. Et on a normale section, vitesse charge mobile, donc vecteur densité de courant, sont parallèles. Calculons maintenant la quantité de courant qui se trouve dans le volume élémentaire défini par la section du conducteur et le déplacement élémentaire dl. Ce calcul
vu que tous les entités en même direction, nous donne l'intensité du courant multipliée par le déplacement élémentaire. Ce vecteur est appelé vecteur élément de courant. Si on analyse de plus près ce vecteur, on voit que ce vecteur n'est autre que la quantité de charge mobile qui se trouve dans le volume élémentaire, multiplié par la valeur de la charge élémentaire, multiplié par la vitesse des charges. Et voilà notre vecteur élément de courant. Un champ magnétique est créé par un courant. Pour mesurer le champ magnétique, nous allons passer à une étude expérimentale. Donc, je vais présenter maintenant l'expérience d'Ørsted. Soit un fil rectiligne confondu avec l'axe des Z, parcouru par un courant électrique permanent d'intensité I. On suppose que la longueur du fil est très grande par rapport à la position de mesure. Ce fil traverse une surface cartonnée confondue avec le plan UR-U-θ et qui contient de l'alimaille de fer. Les positions occupées par l'alimaille de fer sont les lignes du champ magnétique. L'intensité du champ mesuré en fonction du courant et de la position de mesure, R, est donnée expérimentalement par la relation B égale à mu0 I sur 2πr portée par Uθ. R est la distance entre l'axe du courant et le point de mesure. Et dans le vide, la perméabilité mu égale à mu0. Comme le vecteur densité du courant est la cause qui donne naissance au champ magnétique, nous allons essayer de voir si le principe de cause à effet est maintenu ou non. Alors, l'axe du fil conducteur est infini. Toute translation parallèle à cet axe laisse invariante la distribution de courant. Donc, la densité du courant est indépendante de Z. Toute rotation autour de l'axe du fil conducteur laisse invariante la distribution. Donc, le vecteur densité de courant est indépendant de l'angle de rotation phi. D'après le principe de cause à effet, le champ magnétique doit être indépendant de l'angle phi et de la variable Z du système cylindrique. En effet, on voit très bien que le champ B ne dépend que de la variable R position, tout comme la cause qui lui a donné naissance. Regardons maintenant les plans de symétrie. Le plan UR-Uθ est un plan d'antisymétrie pour l'élément de courant JIDL ou pour le vecteur densité du courant J. On constate ici que le champ magnétique appartient au plan d'antisymétrie pour la distribution de courant. Ainsi s'achève notre cours. Je vous remercie.